Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Dans ce nouveau décor, on est toujours dans la même pièce mais on a tout changé, la table, les micros, la peinture, etc. J'espère que vous allez apprécier tout ça. Ça fait encore un petit peu plus professionnel. On apprend. On apprend, c'est l'évolution sur YouTube. Alors cette semaine elle est assez spéciale parce qu'il s'est passé vraiment énormément de choses. Alors, on va avoir beaucoup de mal parce qu'on a un délai qui peut être d'une semaine entre le moment où on parle et le moment où ça sort. Donc, on risque de dire un certain nombre de bêtises tout à fait considérables qui ne sont pas des bêtises du moment où on les dit, mais qui vont être des bêtises dans une semaine. Donc, Tout à fait. Après, j'ai l'impression que pour le moment, depuis qu'on parle, évidemment, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine et même globalement l'OTAN. Pour l'instant, on n'a pas trop dit de conneries, je trouve. On n'a pas été spécialement mauvais dans l'analyse. Cette semaine, on va parler un petit peu que de ça parce que il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire, dont on peut parler. Si, on pourra parler un tout petit peu de la réaction des marchés financiers à ces événements, parce que ça peut avoir aussi de l'influence sur la décision des politiques. Parce que sinon, oui, les dernières nouvelles, c'est toujours la difficulté à réunir des parrainages. Et puis, il y a cette affaire où apparemment des gens qui n'existent même pas ont voté pour Valérie Pécresse au Congrès des Républicains. Mais Tiens bon, donc, je pense que d'origine corse. Enfin, j'ai rien contre les Corses, hein, mais non, mais apparemment, il y a des gens qui n'existent pas, il y a des morts, et il y a même un chien qui aurait voté pour Valérie Pécresse au lui, il a Congrès. une excuse. Lui, il a une excuse. Déjà, il est en vie. Mais bon, déjà, il existe. Donc peut-être que sa voix compte. Mais bon, je pense que les plateaux télé ont suffisamment parlé de tout ça, alors que je pense que on peut apporter potentiellement une plus-value au débat public sur cette question de l'Ukraine et de la Russie. Donc je vais essayer de récapituler un petit peu les faits depuis la dernière fois qu'on s'est vu, depuis une semaine, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, donc Macron a voulu organiser une conférence avec Biden et Poutine, que ce dernier a refusé. Ensuite, il est resté au téléphone avec lui jusqu'à 2 heures du matin pour lui dire on ne sait quoi. On imagine donc qu'il a voulu un peu lui jargonner du vocabulaire de la start-up. D'ailleurs, c'est un petit peu ce dont Poutine s'est plaint le lendemain. Voilà, il a probablement utilisé des éléments de langage sans grand intérêt, tandis que Poutine, lui, il voulait peut-être une discussion concrète. Bref, encore une nouvelle humiliation diplomatique. Ensuite, on avait eu la journée du 21 février, donc grosse journée parce que les Russes avaient lancé ce qu'on appelle un petit peu des false flags pour justifier une intervention ensuite dans les deux républiques, celle de Donetsk et celle de Lugansk, donc les deux républiques du Donbass. Ensuite, Poutine avait fait une grosse allocution d'1 heure sur la situation. Je ne sais pas si vous avez regardé cette allocution. J'ai un de mes associés, Natal Kaletsky, qui est d'origine russe, qui l'a écouté en russe et qui m'a dit que c'était assez impressionnant parce qu'il plaisantait pas du tout, hein. Alors oui, alors moi j'ai regardé en français, donc j'étais évidemment très très déçu de la voix du traducteur parce que ça retranscrivait pas tout à fait l'ambiance que voulait instaurer Poutine, qui était une ambiance très lourde. Mais bon, on entendait un petit peu la voix de Poutine en fond et on voyait quand même la mise en scène. C'était extrêmement impressionnant. En fait, il nous fait un cours de 50 minutes sur l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, sur concrètement pourquoi l'Ukraine n'est pas un pays et a vocation à faire partie intégrante de la Russie, sans notes, sans prompteur et sans une seule hésitation. Donc le mec est déterminé comme jamais. C'était extrêmement impressionnant et on comprenait directement quels étaient ses Kiev, objectifs. c'était le début de la Russie. C'était en fait là où la Russie a commencé. Donc, oui, en effet, c'est un petit peu, oui, c'est une vieille histoire. Un homme comme Solzhenitsyn pensait que séparer l'Ukraine et la Russie, c'était un crime, que c'était le même pays. Donc, c'est quelque chose auquel les Russes doivent se sentir assez attachés, je pense. Tout à fait. Il nous a fait cette allocution absolument historique et je pense que
Je conseille vraiment à tout le monde d'aller la voir. Elle dure environ 1 heure. Il y a plusieurs chaînes qui l'ont transmise et qui l'ont traduite. Donc voilà, je pense que pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête de Poutine, il y a pas mieux. Donc ensuite, l'escalade a continué. Biden a fait une allocution aussi, mais vraiment sans grand intérêt. Il n'y a pas grand-chose qui en est ressorti. Et il a semblé quand même extrêmement fébrile et désemparé en comparaison avec la détermination de Vladimir Poutine. Ensuite, donc, il y a hier soir, au moment où on parle, donc là on est jeudi, et hier soir, euh, l'histoire avec un grand H était sur pause et elle s'est remise en marche. Donc j'avais vu une déclaration du président ukrainien, donc Zelensky, qui disait que le Kremlin ne répondait tout simplement plus à ses appels téléphoniques. Et alors quand j'ai vu ça, je suis allé voir mon père à 1h du matin pour lui dire que cette nuit, l'Ukraine allait être envahie dans son intégralité. Et ensuite, je suis allé me coucher en me disant que potentiellement, le monde dans lequel j'allais me réveiller le lendemain matin n'allait plus tout à fait être le même. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, sans grande considération morale, parce que quand même, nos pensées, je pense, vont aux Ukrainiens, quand même, qui vont passer un sale quart d'heure. Mais de son point de vue, selon vous, Poutine fait-il bien d'envahir l'Ukraine ? Il faut faire une distinction ici. D'abord, comme vous l'avez dit, on pense à tous ces pauvres gens qui sont à la frontière, mais qui étaient en état de guerre larvée depuis 10 ans, ce qui est insupportable aussi. Je crois qu'il y avait plus de 700 000 Russes qui étaient passés, enfin Ukrainiens Russes du Donbass, qui avaient passé la frontière en Russie, tellement ils en avaient marre de cet état de guerre larvée qui traînait depuis 2014. Bref, donc la grande question c'est est-ce que Poutine s'arrête à la frontière des deux provinces qui font sécession. Bah, visiblement non. Et où est-ce qu'il continue vers Kiev? Et pour l'instant, je n'ai pas eu d'informations là-dessus, mais s'il s'arrête dans les deux provinces, il aura fait le coup en Géorgie, il aura fait le coup en Crimée. Bon, s'il ne s'arrête pas, là, ça devient beaucoup plus grave parce que en effet, c'est pas simplement soutenir des provinces sécessionnistes qui sont tout à fait à majorité russe, c'est carrément envahir un État souverain, et là ça nous ramène à des jours qui sont pas très gais. Donc on va le savoir dans les heures qui viennent, est-ce qu'il s'arrête ou est-ce qu'il s'arrête pas? Bah, déjà, pendant la nuit, il a fait bombarder l'intégralité du pays. Y compris Kiev. Et donc apparemment, il y a des chars russes qui descendent de Biélorussie, donc sur le reste du pays. Et il y a même des soldats qui installent des drapeaux russes sur plusieurs bâtiments. Eh bien, la question c'est est-ce que c'est dans les provinces ou est-ce que c'est dans l'ancien territoire ukrainien? Ça va plus loin que juste les provinces du Donbass. Donc, là ça veut dire que c'est un... Bon, à ce moment-là, c'est un vrai coup de force, et c'est pas simplement un retour à la mère patrie, parce que, bon, quand vous avez des provinces dans lesquelles il y a 90 ou 85% de Russes, et qui ont interdisé de parler russe depuis 10 ans, de donner des enseignements en russe, à ce moment-là, on comprend que l'ours à côté vienne à la défense de ces petits qui sont par là. Donc, on peut donner, si c'est un envahissement, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus dur à justifier. Bah, apparemment, c'est ce vers quoi on se dirige. Enfin, il est en train d'envahir tout le pays. Après, on peut se demander ce qu'il va en faire. Est-ce que ça va être une annexion pure et simple ou est-ce que ça va être une sorte d'État un peu fantoche sous son influence directe? Ça, c'est une autre question. Donc, il y a énormément de questions qui peuvent être soulevées avec ça. Alors, je crois qu'il faut un petit peu essayer de réfléchir là. Dans le cadre de cette dichotomie dont on vient de parler, de cette fourche. Dans tous les cas de figure, la croyance de tous les gens en Europe, c'était que la présence de Bruxelles et l'existence de la loi européenne empêcherait tout conflit jusqu'à la fin des temps. Donc que la loi était le meilleur garant de la paix.
C'est pas ce que croyaient les Romains qui disaient si vis pacem para bellum, c'est-à-dire si tu veux la paix, prépare la guerre. Or, il se trouve, la première des constatations qu'il faut faire, c'est que nous n'avons aucune armée. On peut prendre. C'est une constatation, c'est pas un jugement de valeur. Je ne rends pas le président actuel responsable, puisque ça dure depuis. Ça fait des années que chaque fois qu'il faut couper, l'inspection des finances coupe dans l'armée parce que ce sont des gens obéissants et que tout le monde est antimilitariste, sauf quand l'ennemi arrive à la frontière. À ce moment-là, donc la première des choses, c'est que ça montre la totale impréparation intellectuelle du continent européen à ce que vous avez appelé le retour de l'histoire. Ça me paraît... Ça crève les yeux. Donc, je ne sais pas comment l'Europe va s'en sortir de ce coup-là, mais ça me paraît quand même un truc énorme. La deuxième, c'est que la Russie a des moyens de rétorsion si jamais on prend des mesures dures, comme par exemple de la sortir de SWIFT. Vous savez qu'il y a le accord des paiements bancaires qui est nécessaire pour faire du commerce. Si on la sort de là, elle peut décider, elle a suffisamment de réserves de change, elle a suffisamment de réserves d'or, pour acheter tout ce qu'elle veut, elle peut décider d'arrêter ses exportations d'énergie. Mais là, je crois qu'on en a parlé ici. L'économie européenne s'arrête net. Et alors justement, il y a une question énergétique avec ça, notamment par exemple avec Nord Stream 2 et surtout Nord Stream 2, il est bloqué pour l'instant. Voilà, justement, j'étais un petit peu étonné de ça parce que je me suis dit, l'Allemagne va être un petit peu obligée d'être dans une position difficile et de pas forcément suivre à fond les Américains parce qu'ils dépendent quand même du gaz. C'est 40% des importations qui sont donc des importations de gaz russe en Allemagne via Nord Stream 2. Plus du pétrole. Hein. Et c'est l'Allemagne qui décide de couper. Donc l'Allemagne a un gouvernement très farfelu où il y a un tiers de libéraux qui sont des gens à peu près comme moi, quoi, vaguement, libéraux, le Parti libéral, ils sont libéraux. Vous avez un tiers de socialistes et un tiers d'écologistes. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais c'est le mariage de la carpe et du lapin. Donc que le gouvernement allemand, avec un gouvernement aussi farfelu, prenne des décisions idiotes, probablement les écologistes trouvent c'est très bien qu'on coupe toutes les importations parce que l'Allemagne brûle trop d'énergie. Ensuite, quand toutes les usines de voitures vont fermer, ils seront peut-être un petit peu... Mais alors la question va se poser aussi d'un point de vue écologique parce que justement... ils vont brûler du charbon. Le truc c'est que ce qui devrait se passer, c'est qu'ils vont remplacer ces importations de gaz russes par du gaz de schiste vendu par les Américains, qui est non seulement plus cher, mais plus polluant. Je veux dire, vous savez, le gaz de schiste, d'abord les gisements sont à très courte durée, puis on peut peut-être en importer quelques, mais pas tant que ça, quoi. Parce que tout ce que les États-Unis vendent à l'Asie, ils vont devoir le vendre à l'Europe. Mais du coup, l'Asie va se retrouver dans une situation impossible. Ce qui paraît le plus vraisemblable, je me mets à la place du chancelier allemand, c'est de prendre cette mesure uniquement si on estime qu'elle va être temporaire, parce que sinon, ça me paraît compliqué. Vous savez ce que disait Milton Friedman, qui était un grand homme, comme je ne cesse de le répéter ici, il n'y a rien de plus définitif qu'une mesure gouvernementale temporaire. Donc, vous prenez une décision et ensuite vous devez l'assumer. Mais justement, comme ils ne savent plus que l'histoire est tragique, ils vont peut-être le redécouvrir. Ils vont peut-être, oui, mais à ce moment-là, c'est comme toujours, c'est quand les gouvernements redécouvrent que l'histoire est tragique, c'est les petites gens qui en prennent plein la gueule. Oui, les gouvernements en général, ils se barrent à Bordeaux. Hein. Oui, ils prennent des voitures et le stock d'or de la Banque de France. Donc, je sais pas, moi je trouve que c'est... on voit très bien le raisonnement de Poutine, c'est que il y a un président américain qui est extraordinairement faible. Même politiquement, il est faible dans son pays à cause de toutes les mesures qu'il a prises, mais aussi le président Obama, dont Biden était le vice-président, disait « Il n'y a pas une seule situation favorable que Joe, c'est-à-dire Biden, ne peut pas renverser. » Donc, il a toujours pensé que Joe Biden était un imbécile. Et donc la question, c'est pourquoi les gens qui comptent aux États-Unis ont-ils collé Biden en sachant que Poutine existait? Vous voyez ce que je veux dire?
Parce qu'il n'est pas arrivé par hasard. Il était 7e ou 8e, puis d'un seul coup, il est passé en tête parce qu'on a fait voter tous les gens qu'il fallait au moment où il fallait. Donc, il y a eu une espèce de prise de contrôle de l'État profond avec Biden comme marionnette, mais ça me paraît un calcul qui était extraordinairement dangereux, quoi. Oui, bien sûr. Justement, ce qui est très paradoxal, c'est que au moment où Trump a été élu, beaucoup d'analystes professionnels, nos fameux experts de la télévision, nous prédisaient la guerre mondiale. Alors, un coup, c'était un vendu de Poutine, un coup, il allait nous faire la guerre avec Poutine, on ne savait pas exactement. Et puis, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, la dernière fois que Poutine avait fait un truc de fou, c'était avec la Crimée en 2014, donc sous la présidence Obama. Et maintenant qu'il recommence, c'est à peine un an après l'accession à la présidence d'un nouveau président démocrate, donc Joe Biden, qui lui paraît justement extrêmement faible. Il a vraiment un niveau de réponse aujourd'hui qui n'est pas du tout satisfaisant pour la première puissance mondiale. Non, alors vous savez, ça me rappelle ce que me dit un de mes amis, je n'avais pas réfléchi à ce qui s'est passé en France. Monsieur Macron a fait la politique de Mélenchon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mesure qui avait été préconisée par Mélenchon lors de l'élection présidentielle précédente, si vous voulez, le revenu universel pour tout le monde, l'État qui est nationaliste, tout, vous voyez, tous les trucs. Mais il n'y en a pas un que Mélenchon n'ait pas fait. Donc, quand vous me dites que les spécialistes de la télévision disaient que Trump allait faire ça, ça voulait dire que dès que Trump ne serait plus là, on allait la voir, quoi. Donc, c'est je crois que c'est dans la lettre aux Corinthiens que saint Paul demande à Dieu, mais Seigneur, pourquoi est-ce que j'arrive toujours au résultat inverse de celui que je recherche ? C'est quand même une bonne question. Pourquoi la politique amène-t-elle toujours au résultat inverse de celui qu'on cherche ? Par exemple, vous bloquez les loyers, ça crée une pénurie de logements. Vous voyez, il n'y a pas d'exemple que l'action politique, c'est une loi de la science politique qui ne connaît pas. C'est qu'une loi arrive au son résultat inverse, quoi. C'est je ne sais pas, par exemple, le salaire minimum amène à une augmentation drastique du chômage. Enfin, vous voyez, on peut l'expliquer à chaque fois pourquoi, mais donc ces gens-là sont pleins de bonnes intentions. Je crains pour le résultat final. Parce que ces intentions ne respectent pas la volonté des autres. Mais alors, selon vous, comment doit se placer la France et l'Europe dans ce conflit ? C'est une bonne question. Je veux dire, la réponse sera complètement différente selon que Biden, je veux dire que Poutine dépasse les deux frontières ou pas. S'il dépasse les deux frontières, on fera ce qu'avait dit, je crois que c'était le ministre des Affaires français de l'époque, en 81, ou en 80, je ne sais plus, 80 je crois, quand l'URSS menaçait d'envahir la Pologne, où il y avait, vous savez, Solidarność à l'époque, etc. Et il avait dit, si l'URSS a envahi la Pologne, bien entendu, nous ne ferons rien. Au moins, c'était honnête, quoi. Bien sûr. Ouais. Donc la question, c'est est-ce qu'on se replace dans un cadre, bien entendu, nous ne ferons rien, c'est-à-dire que dans le fond, on admet que Poutine travaille dans son aire à lui, c'est-à-dire que son pouvoir politique va jusqu'aux Russes qui ne sont pas dans les territoires, ce qui est un petit peu dangereux, parce que c'est un peu la théorie d'Hitler avec les Sudètes, etc. Bon, là, on peut essayer de faire ça, mais s'il va jusqu'à Kiev, alors là, je crois qu'on rentre dans un monde de rupture. Je crois que à ce moment-là, il faut se préparer à des conflits plus durs. Je pense aussi. Et je pense même que dans la tête de Poutine, même si il accède à l'intégralité de l'Ukraine, je pense que pour lui, tout n'est pas fini. J'écoute beaucoup un mec qui s'appelle Philippe Fabry.
Ah oui, j'aime bien celui-là. Qui parle beaucoup de ça, et à chaque fois qu'il parle de ce conflit, ça fait des mois qu'il en parle, même en vrai des années, qui prévoit l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et tout ce qu'il prévoit se passe. Il a écrit un livre sur les lois de l'histoire qui est très intéressant. Je l'ai reçu ici 2 fois. Sur l'historionomie, c'est incroyable comme discipline, et il se base sur des modèles historiques pour essayer de prédire l'avenir. Et alors, ce qu'il analyse là, c'est qu'il place la Russie de Poutine dans la catégorie de l'impérialisme revanchard. Et dans ces modèles historiques, en fait, ça correspond en gros à la France de Napoléon, à l'Allemagne nazie, etc. Ou la France en 14. Et du coup, en fait, potentiellement, dans ces modèles historiques-là, il n'y a pas vraiment de limite. La limite, c'est là où c'est jusqu'où on peut aller, c'est pas tellement jusqu'où on veut aller. Et la résistance des autres. C'est ça. Et selon lui, l'objectif de Poutine, final, c'est que l'OTAN recule jusqu'en Allemagne. Donc ensuite, ça va être intéressant. Je pense qu'il va prendre toute l'Ukraine, mais la question va se poser pour les pays baltes, potentiellement pour la Finlande, même si c'est pas très important pour Poutine. Oui, et puis ils ont intérêt la Finlande, ils ont essayé d'y aller en 1940, et ils ont pris une raclée terrible avec les Finlandais. Donc les Finlandais, ça fait il y a des pays qu'on n'envahit pas. La Finlande, l'autre c'est l'Afghanistan. Il y a des gens qui savent ça, quoi. C'est ça. Pour tout le monde, le pays qu'on n'envahit pas, c'est la Russie. Pour la Russie, c'est la Finlande. C'est la Finlande ou l'Afghanistan. Ils ont appris ça aussi. Ouais. L'Afghanistan, les Russes ont appris de façon dure que l'Afghanistan, c'était pas une bonne idée de l'envahir. Donc non, mais ce que vous dites est tout à fait exact. Mais la seule chose, c'est là, vous avez un élément très important qu'il faut faire rentrer en jeu, c'est la Pologne. Ouais. Alors, la Pologne, les Américains, quand même, ont ouvert toute une série de bases, là. Ouais. Et la Pologne n'aime pas du tout la menace russe. Elle s'en méfie comme du grenades. Eux, ils faisaient les analyses de fabrique, ils allaient la rentrer dedans, de ces 4. Donc, vous savez, quand vous êtes entre la Pologne, entre la Russie et l'Allemagne, vous avez des nuits agitées. C'est pas terrible, ça leur a pas réussi. Donc ils savent très bien qu'ils sont là, et il y a une partie non négligeable du territoire ukrainien et de la population qui est plutôt d'origine polonaise aussi. Donc le vrai problème, c'est que comme les Américains ont des bases, s'ils commencent à s'approcher des bases américaines en Pologne, là ça va sentir le renard, vraiment. C'est sûr, mais pour moi, là déjà on est à un gros point de rupture. Mais ce qui pourrait être extrêmement déterminant pour l'avenir, parce qu'en fait, ce qu'on joue là aujourd'hui, beaucoup d'analystes géopolitiques basent tout ça sur des faits qui sont très concrets, sur de la géostratégie avec les histoires de gaz, etc. Pour moi, on est encore au-dessus de cette question-là. C'est la question de la Grande Russie face au recul potentiel de l'OTAN, et vient ensuite se greffer la Chine à ce jeu-là. Et du coup, que va-t-il se passer le jour où la Russie va attaquer un pays qui va être dans l'OTAN, donc par exemple un des 3 pays baltes? Je crois pas qu'il attaquera l'OTAN, parce que ça paraît une histoire de fou. Moi, je vais faire le pari, mais j'ai peut-être tort, parce que je vais faire le pari qu'il restera rationnel, parce que c'est-à-dire qu'il s'arrêtera aux deux provinces, et puis ensuite il devait enseigner à l'OTAN qu'en aucun cas l'Ukraine ne pouvait être un territoire de l'OTAN. Voilà, c'était ça le but. C'est ce qu'il a demandé 10 fois et qu'on ne lui a jamais donné. Alors qu'il aurait suffi d'une déclaration du président américain en disant en aucun cas l'OTAN ne rentrera qui signe un traité à cet effet. Donc, alors, s'il s'arrête, moi je pense qu'il a tout intérêt à s'arrêter, mais ça ne veut pas dire qu'il le fera. Ouais. Donc, on est dans une situation qui est très ouverte vers des mauvaises nouvelles. Mais alors, essayons de réfléchir encore un petit peu. Quand vous regardez ce qui se passe, l'un des plus gros producteurs de blé du monde, qui exporte énormément, c'est les terres noires de Russie et d'Ukraine. Qui était déjà très grosse productrice au 19e, qui avait été abîmée par les soviétiques, puis sont redevenues les plus importantes. Mais déjà, le prix du blé est en train de monter comme une fusée. Or, j'ai jamais vu dans ma vie une hausse du prix du blé sans que l'Afrique du Nord n'explose. Ouais.
Ben oui, parce que c'est ce qu'ils bouffent. Ouais. Et ils n'ont pas les moyens de s'en acheter. D'accord, ouais. Donc vous allez avoir des effets de billard qui vont être, si vous voulez, en Tunisie. L'Algérie est au bord de l'explosion, la Tunisie est au bord de l'explosion, le Maroc, ça va à peu près. Donc là, ça va, et l'Égypte, n'en parlons pas. Là, ça va partir assez vite. Et la deuxième chose, c'est que les Européens, dans leur agriculture, sont des gros consommateurs d'engrais. Et la Russie est une grosse exportatrice d'engrais, puisque les engrais, c'est souvent du pétrole transformé. Hein. Donc, rebelote, ça veut dire que le prix du... Ouais. Et il y a toute une partie de notre agriculture, nos agricultures en Europe, en particulier en Hollande, partout, qui est faite dans des serres industrielles qui sont chauffées. Par exemple, le plus gros producteur de tomates au monde, c'est la Hollande. Et qui les vend pas cher, mais elles sont dégueulasses, mais enfin, elles sont chauffées là-bas. D'accord. C'est pas des tomates d'Avignon qui mûrissent au soleil, c'est des tomates qui sont chauffées. Oui, mais à partir du moment où le prix du gaz va doubler, tripler, quadrupler, ils vont plus tellement faire de tomates, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a toute une série de business qui ont été créés sur le modèle de l'énergie bon marché, de l'agriculture, etc., qui, à cause de ça, si on retourne vers un monde de frontières désagréables, vont se retrouver démantelés. Tout à fait. Et sur cette question, pareil, beaucoup de gens pensent qu'il n'y aura pas de conflit ouvert, etc. Tout simplement à cause de cette codépendance. Oui, mais ça peut empêcher les gens de se mettre sur la gueule en 14. Hein. Absolument. Bah justement, c'était l'analyse aussi de Philippe Fabry, c'est que la codépendance entre les États n'empêche absolument jamais le conflit d'exister. Regardez quand ils sont entretués en Grèce entre... Sparte, Athènes, Thèbes, etc., ils étaient tous à 50 km l'un de l'autre, ils dominaient le monde et puis ils sont entretués. Quoi. Donc le suicide de l'Europe, c'est un machin qui a commencé en 1914 et puis c'est pas prêt de s'arrêter, on en voit encore un élément aujourd'hui. Si on essaye maintenant... Bon, donc c'est une très mauvaise nouvelle, mais qui n'est pas surprenante, parce qu'on est gouverné par des ânes depuis un petit moment. Parce que ça faisait 5 ans, 7 ans que Poutine demandait à ce que la France et l'Allemagne imposent l'accord de Minsk. Qui était simplement une espèce de fédéralisme, de façon à ce que les provinces qui n'étaient pas contentes du gouvernement de Kiev puissent se gouverner par elles-mêmes. C'est ça, c'était une autonomie progressive des provinces. Ça a été refusé, enfin ça ne s'est jamais passé. Donc il a demandé ça pendant 5 ans, puis ensuite il a dit je ne veux pas que ça devienne... On n'a fait aucun état de ces demandes, ensuite il a dit je ne veux pas qu'il rentre dans l'OTAN, et on n'a fait aucun état de ces demandes, on a refusé de répondre. Donc maintenant on est passé de la parlotte. Ouais, mais alors justement, j'ai l'impression que nos élites sont complètement inadaptées en fait à ce genre de... Elles font que des parlottes. Elles croient à la suprématie de la parole sur l'action, si vous voulez. On le voit dans toutes les affaires européennes. Si on a dit qu'on veut quelque chose, on a l'impression qu'on va l'avoir. C'est ça, je vois à droite à gauche, ah mais Poutine il peut pas faire ça parce qu'il y a le droit international, etc. Il rigole quoi. Mais tu opposes un bout de papier à des chars russes. Enfin, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis le droit international, c'est ce que disait encore une fois Bismarck. Il disait, moi je suis tout à fait favorable au droit international à condition qu'il soit appuyé par des gros canons. Donc si vous voulez, le droit international, c'est... Il y a un certain moment où dans la... Vous savez, le droit international, d'où vient son origine, hein, ça paraît curieux, mais il vient de l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui a inventé le droit international, justement, pour essayer d'éviter que les nations se mettent sur la gueule entre elles. Donc des procédures de négociation, des traités consignés, des choses comme... Donc c'est l'Église catholique, à partir du 12e, 13e, qui a inventé le droit international, comme elle a inventé le droit des hommes, les droits de l'homme, etc. Bon. Mais ça n'a pas empêché en Europe qu'on se mette sur la gueule avec une belle, surtout à partir du moment où la réforme est arrivée, donc vous aviez des gens qui ne respectaient plus le magistère de l'Église catholique, et donc ça s'est beaucoup passé comme ça. Donc eux, c'est des orthodoxes, ils n'ont aucun respect pour Bruxelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, ils font des tas de choses à Bruxelles qui énervent beaucoup les Russes. Vous avez qu'à voir comment Bruxelles traite Orban, ou la volonté de la Pologne d'être religieuse. Donc,
j'ai très peur que ce droit international, ça soit les droits de l'homme en Allemagne en 1934, quoi. Ouais, c'est une possibilité. Et justement, ce qu'on voit aujourd'hui en termes de sanctions contre Vladimir Poutine, c'est uniquement des sanctions qui sont d'ordre économique. Mais alors, est-ce que c'est adapté en fait à ce genre de conflit? Mais je veux dire encore une fois, je veux le redire, on ne peut pas prendre de sanctions contre Poutine sans se tirer une immense balle dans le pied, parce que si on lui dit vous ne pouvez plus faire de transactions avec nous, puisque vous êtes coupé de SWIFT, donc vous êtes coupé du commerce international, il va dire moi je vous vends mon pétrole. Ouais. Je vous vends ni pétrole ni gaz. Et démerdez-vous. Et qu'est-ce qu'on fait si on n'a ni pétrole ni gaz russe, ni charbon russe? Qu'est-ce qu'on fait? On part tous en vacances. Mais il n'y aura personne pour les payer. Et ce que je veux dire, c'est que à quoi ça sert de menacer les gens? Ou on leur rentre dedans. À ce moment-là, c'est une guerre, ou on fait rien, mais on menace pas, alors que l'autre a les moyens de rétorsion qui vont vous tuer. Poutine aurait dit, et je ne sais pas quelle mesure vous allez prendre, mais vous ne pouvez pas imaginer celle que je vais prendre en rétorsion si vous continuez à en prendre comme ça. Moi, je peux l'imaginer très bien ce qu'il va faire. Il va dire aux Allemands, vous n'avez plus de gaz, vous n'avez plus de pétrole. Ouais. Il a dit, il a refait une petite allocution hier soir au moment où on tourne, où il disait que quiconque tenterait d'empêcher la Russie d'aboutir à ses fins subirait des sanctions immédiates qu'ils n'ont jamais vues dans l'histoire. Oui, on va simplement couper le... ce qu'on peut dire aux gens, c'est apprêtez-vous à marcher à pied, les gars. Ouais. C'est... Et alors, comment le marché réagit à cette invasion-là? C'est tout simple. J'en ai souvent parlé ici. L'Europe était en train d'essayer de foutre en l'air sa monnaie, les États-Unis aussi. Et c'est le moment... Il n'y a que deux possibilités. Ils ont été tellement durs avec Poutine depuis des mois, ou même des années, surtout des mois, qu'on peut penser que cette guerre vient, si elle en a une, vient à point nommé pour les blanchir, en quelque sorte, en disant on a des problèmes économiques parce que c'est la faute de Poutine. Ouais. Si vous voulez, c'est comme les colonels grecs qui envahissaient Chypre, les Argentins qui allaient envahir les îles Malouines, Saddam Hussein qui attaquait l'Iran. Quand des crétins arrivent dans une impasse, l'aventure militaire est assez tentante. Là, je vois que les démocrates, en ce moment, essayent notamment de justifier l'inflation aux États-Unis par la situation en Ukraine. Oui, j'ai vu en disant c'est la faute de l'Ukraine si le prix de oui, bref. Donc ça prouve que déjà on est en plein délire. Alors, moi, je crois qu'il faut, pour essayer de m'expliquer, je vais essayer de faire comprendre aux gens la façon dont j'essaye de réfléchir quand je suis face à une situation comme ça. Je me dis, ça pue. C'est pas comme si je l'avais pas dit, ça pue. Comment ça va se passer derrière? Par définition, j'ai aucune idée. Comme ce que je pense de tous ces fous et ce qu'ils vont faire, je veux dire, c'est... mais par contre, je peux essayer de trouver des endroits où je peux aller, où je m'en sortirai peut-être pas si mal, quoi qu'il se passe. Donc, l'effort de raisonnement, ça ne doit pas être d'investir en fonction d'un scénario, mais d'investir dans des outils qui vont vous permettre d'être vivant à la sortie de ces troubles, quoi, ou à peu près. Et si vous voulez, moi j'en ai proposé tout un tas. J'ai proposé l'or, j'ai proposé les obligations chinoises. Parce que les Chinois, enfin, là aussi il faut peut-être se méfier, mais les Chinois, d'après ce que j'en sais, ce que j'ai compris d'eux, sont des gens qui détestent les troubles. Ils n'aiment pas les guerres, ils n'aiment pas les émeutes, il y a une espèce de priorité donnée à la stabilité. Donc ça m'étonnerait que l'Europe risque de s'embraser, que les Chinois foutent le merdier, je peux me tromper, mais ils foutent le merdier à Taïwan, parce qu'à ce moment-là, ça risque de partir encore plus vite et d'être encore plus
dérangeant. Donc au contraire, à mon avis, ils vont essayer de faire de la zone asiatique une zone de calme relatif pendant que l'Europe fait ce qu'elle fait mieux, c'est-à-dire se mettre sur la gueule, quoi. Et ça me semblerait la chose normale. Donc ça me donne une envie folle d'aller vers l'or, vers les obligations chinoises, les propriétés à Singapour, vous voyez ce que je me disais en disant... Très bien, ouais. Je me dis, ben, au moins, dans un monde de fous, n'oubliez pas que le grand stratège militaire chinois, qui maintenant a couché dehors comme tous ces gens-là, mais je le retrouve un jour, il disait les guerres les plus importantes qu'on gagne, c'est celles qu'on n'a pas menées. C'est-à-dire si l'Europe et la Russie se mettent sur la gueule, et si la Chine réussit avec l'Asie à rester en dehors, leur poids relatif va augmenter dans des proportions formidables. Donc eux, ils sont déjà gagnants. Alors ça paraît très logique, effectivement, c'est une possibilité. La thèse de Fabry là-dessus, c'est qu'au contraire, la Chine va réajuster ses décisions militaires en fonction de comment l'OTAN réagit aux offensives russes. Et inversement, c'est-à-dire que... Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont automatiquement attaquer eux. Ils vont peut-être se défendre, ils vont peut-être augmenter leur budget de leur marine ou le budget de l'armée de terre ou j'en sais rien, mais je les vois pas ce qu'ils ont à gagner à intervenir directement dans cette bagarre. Bah, c'est pas tellement intervenir directement sur le champ des opérations, mais peut-être que... C'est l'histoire de Taïwan, je connais un peu Taïwan, hein. J'y suis allé, c'est au poil, mais c'est un beau pays. Formose, ça veut dire la belle île en portugais, je crois, parce que c'est superbe, Taïwan. Vous vous rendez compte que dans le fond, les Chinois n'ont pas besoin d'envahir Taïwan. Il suffit qu'ils l'achètent. Ils ont suffisamment de pognon pour acheter tous les ingénieurs de Taïwan, toutes les usines de Taïwan. Donc pourquoi risqueraient-ils une aventure militaire alors qu'ils sont déjà en train de tout acheter ? Peut-être, ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je regarde ça, je me dis, bon... Vous êtes un ingénieur chez TSMC à Taïwan, ben, on vous offre en ce moment, je le sais, 3 fois votre salaire, un appartement, une voiture, un chauffeur, si vous venez à Shanghai. Donc tous les ingénieurs vont aller là-bas, quoi. Ils sont tous chinois. Hein. Enfin, donc oui, ils peuvent se mettre sur la gueule, mais c'est beaucoup moins cher d'acheter les gens que de leur faire une guerre. Hein. Bon, on va voir. Mais si en plus les Chinois se mettent sur Taïwan, alors là, les marchés vont être difficiles à coter à la baisse. Hein. Oui, ça c'est sûr. Donc on va voir comment la situation évolue. À mon avis, elle va déjà pas mal évoluer vu la vitesse où ça va d'ici le moment où on va publier cette vidéo. On saura à ce moment-là si les Russes dépassent les frontières du Donbass ou pas. Ouais. Pour moi, c'est ça le critère essentiel. Oui. S'ils dépassent le Donbass, il serait peut-être temps que vous envisagiez d'acheter de l'immobilier du côté de Tahiti, quoi. Ouais, pour moi, si Poutine est cohérent, il y a déjà hier ou il y a 2 jours, il avait aussi fait retirer le drapeau russe de son ambassade à Kiev. C'est-à-dire que dans sa tête, tout simplement, l'Ukraine n'existe pas. Le fait que les Kay disent que l'Ukraine n'existe pas, ça ne veut pas dire que c'est à lui de la détruire. Il considère peut-être une création qui n'a pas lieu d'être, qu'il y aura peut-être... Mais encore une fois, il faut faire très attention sur un truc, parce que l'Ukraine n'existe pas, mais il y a un peuple ukrainien qui existe, et qui est important, et qui a été martyrisé par les Russes, qui a été, pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la Révolution, il y a eu un nombre de massacres considérables, auxquels ils ont bien répondu d'ailleurs, parce qu'ils étaient plutôt alliés d'Hitler. Mais, donc il y a un peuple ukrainien qui existe, et qui a une langue un peu à part aussi. Donc... s'il fait rentrer ce peuple ukrainien et puis une partie du peuple polonais, il va se retrouver avec les mêmes problèmes qu'il a eu à la fin de l'Union soviétique, quoi. C'est-à-dire que c'est facile de garder l'unité d'un pays s'ils parlent tous la même langue, mais si vous en avez 2 ou 3 dans la même nation, c'est une idiotie. Bien sûr. C'est sûr, c'est beaucoup plus compliqué de cultiver une unité là-dessus. Surtout si, en plus de ça, on cultive une sorte de ressentiment historique vis-à-vis du pavillon russe.
Et à mon avis, je peux tout à fait me tromper, mais à mon avis, d'ici le moment où on va sortir cette vidéo, l'Ukraine entière sera sous pavillon russe. Ben, j'espère que vous avez tort, parce que je pense que ça, ce serait une erreur. Et parce qu'il y a une différence entre récupérer des frontières, parce que les frontières, une province, les frontières ont été mal taillées à un moment où dans le fond de l'Ukraine et la Russie c'était pareil. Et c'est une autre d'envahir un État souverain. Donc s'il y a un envahissement d'État souverain, là, le monde a complètement changé. Donc à ce moment-là, on rentre dans un monde de confrontation et c'est pas du tout la même chose. Donc l'étape suivante en termes financiers, c'est que s'ils vont en Ukraine, on va avoir des contrôles d'échange partout, chez nous. D'accord. C'est sûr. Ils vont pas nous laisser faire ce qu'on veut de notre fric. Ouais. D'accord. Bon, bah on verra. On Si verra, vous avez raison, oui, bah, ouvrez un compte à Londres. L'avenir nous le dira. On est à près de 40 minutes d'émission, donc on va terminer là-dessus. Et puis, bah, donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission. Posez-nous des tas de questions, parce que en ce moment, notre ignorance ne le dispute qu'à notre incompétence, quoi, parce qu'on est devant des phénomènes qui sont de nature de rupture, et donc on peut essayer de réfléchir aux conséquences de la rupture, mais encore faut-il savoir de quelle rupture il s'agit. Ouais. Alors il peut y en avoir plusieurs. Tout à fait. En tout cas, je me cultive énormément sur cette question en ce moment. Je suis tout ce qui est possible de suivre en temps réel, des informations extrêmement précises à chaque fois. Pour être le mieux documenté possible sur cette question-là, parce que c'est quelque chose d'assez technique, et beaucoup de gens qui déjà ont la prétention de pouvoir se dire experts se trompent énormément. Alors imaginez ce que je suis capable de faire. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette émission en entier. N'hésitez pas à commenter donc des potentiels questionnements pour les prochaines émissions, à dire ce que vous avez pensé du nouveau décor, du nouveau studio. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion avec Charles Gave. Ben oui, merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup.